c'est que Philippe Mouret a été un génie dans la chirurgie, mais j'insiste sur l'ambulatoire. Il a, en 90, initié un service d'ambulatoire qui avait 10 lits. Il a mis toute sa fortune. Un soir, il a vendu toutes ses actions, comme un peu Bernard Pellicy qui brûlait ses meubles. Il a vendu toutes ses actions pour payer ce centre. Et malheureusement, ce centre n'a pas eu l'autorisation d'ouverture. N'ayant pas, alors que tout le matériel a été payé, les lits, etc., il a perdu absolument toute sa fortune là-dessus pour des problèmes politiques. Et comme il aimait dire, il vaut mieux avoir 20 ans de retard que 20 ans d'avance. Mais je ne saurais que vous inciter, parce que tout ça, ça ne marche que parce qu'il avait de l'expérience avant, tout ça ne marche parce qu'il avait l'imagination, parce qu'il avait la volonté, parce qu'il avait la liberté. Et vous êtes tous chirurgiens. Donc je vous invite à oser, à progresser. Il faut oser en tant que chirurgien, il faut inventer. Et puis surtout à transmettre. Et cette vidéo dont j'ai eu la chance de pouvoir, pour cette vidéo dont j'ai eu la chance de pouvoir participer, a permis l'enseignement. Il sait, dirons-nous, presque couper la branche sur laquelle il était assis. On doit transmettre ce que l'on sait. Et grâce à la vidéo, tout le monde a pu en faire. Sans la vidéo, ce n'est pas bien. Alors, osez. Merci, Hervé. Oui, alors, il y a son épouse, tout à l'heure, si vous voulez vous poser des questions. Simplement, pour rebondir sur ce qu'a dit Hervé, Christine, j'ai demandé l'autorisation. Je suis quelqu'un qui a pu voir avec un autre de ses camarades, Philippe, 48 heures avant son décès, malheureusement. Bon, il était ruiné par la sécurité sociale. Il était reposé sur son lit dans une pièce. Il avait deux pièces, une pièce à côté dans ce qu'il appelait son ranch à Sainte-Euphémie. Et dans cette pièce, bon, il y avait pratiquement pas de carrelage, il y avait un carrelage démonté, il y avait presque de la terre. Donc le génie de notre chirurgie française est mort, tué par la sécurité sociale. J'ai pas honte de le dire. Bon. Merci beaucoup, Voilà. Est-ce que vous Patrick. avez des questions? Vous avez donc Alors, ce que je Christine vous est là pour vous propose, c'est aider. qu'on Vous pouvez en poser à Madame. recommence par le début. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant Vézal, l'homme? Oui. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Concernant Vézal, c'est vers les années 1540 et quelques qu'il écrit son traité, hein, voilà. 1543, oui. Alors Léonard de Vinci, auparavant, avait écrit, je crois, en 1506 ou quelque chose comme ça. 1506, 1509. Voilà, donc un traité d'anatomie Oui. extrêmement sophistiqué. Et je crois que la différence avec Vézal, c'est qu'il n'avait pas publié ses œuvres, et c'est la raison pour laquelle c'est Vézal qui est resté plutôt que Vinci. Alors, précisément, dans la revue d'histoire de la médecine de Tours, on essaye de faire des parallèles entre Vézal et Léonard de Vinci. Le docteur Lennon de Brest, qui est un spécialiste de Léonard de Vinci, parce que c'est effectivement deux approches totalement différentes. Vézal est anatomiste et est prisonnier, il faut bien le dire, du paradigme galénique des esprits, de la physiologie. Donc il ne cherche pas tellement à expliquer autrement, il veut voir. Et c'est extraordinaire ce que vous avez montré tout à l'heure, il a osé voir, avec les méthodes de son époque, bien entendu. Alors que Léonard de Vinci a une autre approche. Il n'est pas médecin, il est ingénieur, donc ce qui l'intéresse, lui, c'est le mouvement, c'est la manière dont tout cela fonctionne. Et là, on vient de faire un article absolument superbe sur le cœur, entre le cœur anatomique, je dirais, de Vézal, qui est détaillé, qui est extraordinaire, mais dont il ne comprend pas de l'auricule. Il retourne l'auricule comme un doigt de gant, si vous voulez. Donc il le montre pour montrer ce qu'il a vu à l'intérieur, ce que personne d'autre n'avait vu. Mais ce faisant, il, il lâche tous les abouchements possibles. Et donc, il ne les a pas vus, alors que Léonard de Vinci, lui, fonctionne, je dirais, mathématiquement. Enfin, mathématiquement, entre guillemets. Et donc, même s'il ne parle pas d'auricule, il a mieux compris le système. Maintenant, aucun n'a vu la circulation du sang. Il ne faut pas non plus leur demander de travailler, de voir. C'est une question.
Justement, la Est-ce maxime qu'on peut de... dire, attends, excuse-moi, Pardon. est-ce qu'on peut dire que il y a aussi le fait que Léonard de Vinci, finalement, n'a pas du tout montré ses schémas, il les a laissés dans son atelier, il s'est pas du tout mêlé de la médecine et des médecins. Et donc, peut-être, et c'est passé un peu à l'as, si j'ose dire. Oui et non. Parce que Léonard de Vinci, comme tous les gens de l'époque, parlait. Donc, on était au courant, mais jusqu'à quel point? Il ne les a pas publiés, on va dire. Voilà. Il n'y a pas de publication, donc il n'y a pas d'officialisation, d'ouverture. Ça, oui. Maintenant, dans quelle mesure ça circulait, plus ou moins, ça reste. Et puis, il a fait enfin, il a aidé des autopsies, enfin, des dissections anatomiques, mais pas dans un cadre universitaire ou plutôt en douce. Alors, les dissections, ça, enfin, on ne peut pas. On dit toujours qu'elles étaient interdites. Non. Elles étaient depuis le Moyen Âge autorisées, mais dans le cadre d'un enseignement, dans le cadre ou alors en autopsie demandée soit par la famille, soit même parfois par enfin, par la justice ou les autorités civiles, lorsqu'il y avait eu un meurtre Un voilà, empressement. ou alors aussi parfois par le pape et les autorités pour voir si vraiment le saint qu'on pensait avait des marques somatiques particulières pour justifier ou pour éliminer sa sainteté. Donc, Oui, oui, je voulais dire que la maxime de Vézal, c'était De visu, divisu, dimanu. On trouve ça dans son livre, Divisu, dimanu, voir et toucher. Guillaume Pourchet? Oui, je tenais vraiment encore à vous remercier pour cette belle conférence et puis tout ce rapport à la célioscopie au temps moderne qui est assez passionnant. Et moi, j'avais une question sur effectivement la publication de la première édition. Est-ce qu'elle est, je rejoins un petit peu l'esprit de Hubert Joannet. Est-ce que ça a été fait un peu en dehors de sa faculté, de son enseignement, de façon parce qu'on sent, et moi je l'ai ressenti encore grâce à votre conférence, le génie de communication, de faire savoir de Vézal qui est impressionnant, avec cette volonté de diffuser, de transmettre, et qui déborde de tout son travail, je trouve. oui, alors c'est peut-être pour ça que moi j'ai une préférence pour 1543, parce qu'il est vraiment, il est jeune, il insulte, il, euh, il raconte un peu plus, mais c'est quand même un traité d'anatomie unique. Je n'ai pas vu d'autres traités où on ait autant une personnalité. En plus, c'est un latin excessivement littéraire. Donc, il ne va pas trouver le même verbe. Quand il peut en trouver 10, il les met tous les 10 pour donner une seule action. Ça pose aussi une question, je dirais, de traduction. Ou bien on traduit l'action, un muscle à une insertion proximale. Enfin, c'est du langage actuel. Ça ne veut rien dire à son époque. Mais ça peut sortir, jaillir. Donc, ou bien on garde les mots. Et alors, à ce moment-là, pour aujourd'hui, le lecteur se dit, mais de quoi parle-t-on? Donc, il y a un équilibre. Et pour répondre à votre question, la fabrique de 1555 est plus, enfin, elle est plus celle d'un homme mûr. Je ne suis d'ailleurs pas entièrement persuadée qu'il n'y ait pas eu d'autres mains qui aient un petit peu assagi le latin. Son latin est correct du point de vue syntaxique, mais il est assez difficile. Euh, et vous m'avez dit, est-ce que c'est fait dans le cadre universitaire? Non. Ça a été fait à ses frais, à Bâle, chez Oparinis, qui faisait des beaux livres. Donc, c'est un livre qu'il a financé. Alors, c'est aussi la question du droit d'auteur qui est totalement différente au XVIe siècle. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Mais il y a quand même eu des privilèges pour avoir une espèce de propriété intellectuelle sur le livre. Ce n'est pas l'université de Padoue, qui dépendait d'ailleurs de Venise, qui a financé ce genre d'ouvrage. Donc il a fait, les planches ont été gravées à Venise, ça on le sait. Il les a emballées, il les a mis sur le dos des ânes qui ont franchi le col du Simplon pour aller à Bâle. Et lui-même est allé sur place
vérifier l'impression du livre. Évidemment, quand il est revenu, il y avait quelqu'un d'autre à sa place, mais ça, c'est normal. Oui, je voulais dire simplement que moi j'aime bien Vinci parce que en fait on était très près de l'Inquisition quand même au moment où il a fait ses œuvres. Et c'est vrai que et la philosophie à la fin du XVIe siècle était quand même différente, puisque Léonard de Vinci avait beaucoup de symboles illustrés par l'homme de Vitruve, la quadrature du cercle. L'homme est à l'image de Dieu, donc parfait, etc., les proportions parfaites. Et donc, il était animé par cette dynamique, je pense. Et je crois qu'il était vraiment, par rapport au risque qu'il a pris par rapport à l'époque, pour moi, je préfère Vinci, mais ça c'est... Voilà. Oui, oui, mais c'est tout à fait différent. Non. Je vous remercie beaucoup, spécialement Madame Fons, mais aussi tous les intervenants de cette journée, parce qu'ils nous ont apporté des choses qui sont passionnantes. Dire un mot avant que vous concluez. Je voulais simplement vous poser une question sur un détail, qui est la blessure d'Henri II. Et on connaît le pronostic très précis qu'avait apporté Ambroise Paré, de bénignité relative sur le plan ophtalmologique, de gravité excessive sur le plan de la pénétration des méningers. Est-ce que l'avis de Vézal a été différent? Vézal a été demandé, il était à Bruxelles. Il est arrivé après. Contrairement à tout ce qu'on dit, Vézal n'a pas assisté ni au combat, ni son rapport, en tout cas, montre qu'il est arrivé après, qu'il était déjà Ambroise Paré. Rien ne dit que Ambroise Paré était sur place non plus. Donc, il y a là toute une légende autour de la blessure d'Henri II. Le rapport d'autopsie que Vézal a fait est très critique pour tous les chirurgiens qui ont entouré Henri II. Il a écrit, on a son rapport. Et il est vraiment très critique en disant qu'ils n'ont pas bien vu et ils n'ont pas donné les bons traitements. Et il y a une question de latéralité aussi, parce que je dirais qu'en gros, même l'œil qui a été blessé, ou plutôt la direction de la pointe, les experts ne sont pas d'accord. Les anatomistes et les chirurgiens, sur ce plan-là, sont encore en désaccord. Mais en fait, ce qui fait surtout la valeur de Vézal, c'est que Vézal, c'est un médecin, c'est pas un chirurgien. C'est un médecin qui explique que les médecins doivent faire des dissections anatomiques. Jusqu'à présent, et vous l'avez dit d'ailleurs, les dissections anatomiques, qui n'étaient pas interdites par l'Église, etc., elles étaient très marginalisées. C'était réservé aux artistes ou c'était réservé aux chirurgiens, c'est-à-dire en fait des artisans manuels, quoi. Hein. Voilà. Bon. Or là, quand même les chirurgiens de oui, mais même, ce n'était pas du tout le même statut. Non, non, il n'y avait pas le même statut. Les médecins, les barbiers, les chirurgiens. Voilà. Il y avait le médecin, le chirurgien et le barbier. Absolument. En France. Parce que si vous allez à Padoue, par exemple, les chirurgiens avaient des cours faits par un médecin, pour eux. Oui, mais ils étaient sous les médecins. Oui. Et donc, il est le premier médecin à dire, demandez à l'intérieur ce qu'il ne voyait pas en vitrine. Et il dit même, c'est au médecin de faire les dissections anatomiques. Et donc, et Ambroise Paré, qui est un des meilleurs chirurgiens que nous connaissons, n'était en fait qu'un chirurgien, même s'il a été chirurgien des rois, etc. Et c'était pas un médecin. Alors que lui, Vézal, il fait rentrer la dissection anatomique dans la science médicale et donne la première impulsion. Pardon. Ouais. Je crois que c'est ça qui est... qui demande la parole depuis un moment. Attendez, Je crois que c'est ça effectivement qui est très important, c'est qu'il fait entrer la dissection, comme vous l'avez dit, dans le monde universitaire et pratiquée par les médecins. Et ça doit faire partie du programme médical des médecins. Donc il faut leur donner à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a une espèce de manuel. Là, je ne pouvais pas entrer dans les détails, mais dans chaque livre, il y en a 7, dans chaque livre, à la fin de chaque livre, il y a un manuel de dissection pour qu'on puisse refaire sans lui. Et même, en Espagne, je crois que je ne sais plus dans quelle ville, en 1580, les statues
officiel d'université, je vous retrouverai la date, stipulait qu'en l'absence de corps, il fallait utiliser les planches de Vézal. C'est extraordinaire, comme, pour leur intérêt pédagogique. Bernard Cron, Oui, bonjour les amis. Je voudrais finir cette séance en disant un petit mot d'hommage à mon ami Edmond Estour, qui, grâce au journal de cédiochirurgie, m'a fait connaître tous ces ténors de la cédiochirurgie. J'avais une cinquantaine d'années, j'ai été extrêmement angoissé et stressé de commencer ces techniques, alors que la chirurgie viscérale habituelle ne posait pas de problème. Et je voulais vous rappeler l'hommage qu'il a rendu dans le journal de cédiochirurgie par ce petit extrait il en a encore quelques-uns en archive. Si vous ne l'avez pas, bon, j'en ai un chez moi. alors je précise qu'Edmond Estour a fait don de la collection complète du journal de celluliochirurgie à l'Académie de chirurgie. Donc c'est là-haut, en haut à gauche. Et Donc personne il y ne a tout. touche. Voilà, Bravo. voilà. Juste peut-être avant de donner la parole à Guillaume Pourchet, vous ne nous avez pas dit comment cet ouvrage avait été accueilli. Alors dans le milieu médical, j'entends, hein. De manière très différente. Si je prends le cas de tous les pays du Nord, jusqu'à la fin du 19e siècle, on cite Vézal, c'est l'autorité, que ce soit Verheyen, euh, oui, enfin, je cite le premier qui vient par là. Bah, oui, Bourrave, bien sûr, Bartholin, euh, oui, mais oui, Bartholin. Vraiment, il y a une référence explicite à Vézal. En France, euh, on l'a mis de côté un petit peu. On l'a mis sur le côté. Il n'est pas, par exemple, dans la liste des médecins humanistes. Verrons. Parce que, précisément, médecin humaniste, c'est celui qui travaille sur les textes. Or, Vézal n'a pas beaucoup travaillé sur les textes, il a fait, mais très peu. Et donc, il n'est pas pris au sérieux. Il y a eu beaucoup de querelles autour de son nom. C'est en Italie, finalement, qui va revenir par son élève Fallope. Puisque Fallope, lui, écrit un livre d'observation. Parce que, et Vézal lui répond. Alors, ce qui me paraît intéressant par rapport à Galien, c'est que Galien est devenu en France un mythe. Galien a dit, Galenus dixit, on n'y touche plus. Alors que Vézal n'a pas arrêté d'être mis en cause, d'être discuté, et donc ça a permis justement de progresser. Donc, dans un sens, euh, même s'il n'a pas tout découvert, il a permis aux autres de progresser et de découvrir. Ça, je crois que c'est positif, c'est ce qu'on peut retenir de lui. Et moi, justement, c'était une question qui se rapprochait à sa reconnaissance en France et à la publication des premiers. Donc, quelle est la date exacte? Je crois que c'est plutôt 1569, je crois, enfin, ce que j'avais lu, mais d'ouvrages en français. Est-ce que vous avez, voilà, de la... Oui. Oui. Alors, les premiers ouvrages en français d'anatomie, je vais peut-être me tromper de date, mais c'est 1540, parce que ce sont des traductions de Galien. Gallieni de Vézal, de la Fabrica. Ah, des traductions de Vézal en français? L'édition, il n'y en a pas eu, je crois. Ben là, il y a la nôtre qui est en cours, c'est la première. Il n'y en a pas eu. Hein. Oui, c'est la première en français. Pour rebondir sur ce que disait Hubert, Hildanus, même 80 ans après, il ne fait que citer Vézal. 80 ans après. Hildanus est un très très grand chirurgien. Je vous l'ai dit, il a découvert le diverticule, la cédose du pylore, enfin des tas de choses. Hein. Il y a eu, au XVIIIe siècle, il y a eu des inventaires, des inventaires, des études sur les successions dans les inventaires notariés des médecins parisiens. Et ils ont tous les bouquins de Galien et d'Hippocrate. Vézal n'existe pas, tu vois, je veux dire. On est au XVIIIe siècle. Alors, tu me diras, c'est des successions, donc ça remonte un peu avant. Mais en France, on en reste. D'ailleurs, c'est ce qu'on reproche beaucoup à la faculté de médecine de Paris, qui est restée très, très classique. Alors, peut-être s'il n'y a pas d'autres questions sur l'homme, des questions sur l'ouvrage. Vous avez tout appris là. Plus précisément,
Parce que votre question, c'était une traduction de la fabrique ou bien un autre. Fabrique en français. Oui, oui, alors donc c'est bien ça. Nous sommes les premiers. Donc, il n'y en a pas eu du tout. Il n'y en a Alors, pas c'est eu. vrai que... Il y a eu des brides, pas. Oh non, D'accord. très Même peu. pas. Très peu. 1925, il y a eu un début de traduction de la collection de 1555. Mais remarquez, en anglais non plus, les traductions sont récentes. Parce qu'avant, ou bien les gens connaissaient le latin, les médecins connaissaient le latin, ou bien aussi, il faut dire que la fabrique a perdu un peu son influence, a gagné au point de vue esthétique. On connaissait les planches. Personne ne lisait vraiment les légendes. Mais on connaissait les planches, elles étaient belles. Donc, elles ont vécu même en anatomie artistique, par exemple. On a des. Boss a refait des schémas, mais de traduction, non. Donc, ça fait quand même. On a commencé par traduire l'épitomée, parce que c'était plus court. Et puis, avec Stéphane Delutte, on s'est lancé là-dedans. Euh, et on l'a mis en ligne parce que. Pour deux raisons. D'une part, parce que ça permettait quand même à plus de gens d'y avoir accès. Enfin, on croyait que ça. On pensait. Voilà. Que ça nous permettait aussi de publier au fur et à mesure, de ne pas attendre 20 ans comme on fait. Alors, il nous manque en fait les 20 dernières. Enfin, on est à la fin, vraiment à la fin, mais la BU Santé semble pour le moment se désintéresser du projet. Donc, ça sera un projet inachevé. Sur l'ouvrage lui-même, la conservation. Sur la conservation, non. Sur le film, ça vous a plu, le film précis, assez précis pour tout comprendre? Hein? On peut féliciter Frédéric et puis Loïc. Ouais. Il y a, Très beau travail de restauration, vraiment. Ouais. c'est long, c'est difficile, Ah oui, c'est oui. cher. Oui, c'est cher, oui. Oui. Non, c'est pas si cher que ça. Non, non, mais ça, on va casser un mythe. La restauration a duré 2 mois et demi, un truc comme ça. Alors, elle fait pas que ça à temps plein, hein, bien sûr. Enfin, je veux dire, elle a plusieurs livres en restauration en parallèle. Et puis, je crois qu'il a la restauration, nettoyage, restauration. Il y en a eu pour 2500, 3000 euros, un truc comme ça. Voilà, c'est pas inabordable pour préserver des trésors comme cela. D'ailleurs, de manière générale, puisque nous avons aussi ici des ouvrages qui sont assez anciens, Guillaume Pourchet, notre archiviste, il vient d'ailleurs d'acheter un nouvel ouvrage du XVIe siècle, c'est ça? Oui, oui, 1565. De Matthieu. Et le principe de conservation, on m'avait expliqué, c'est pas d'humidité, la température, c'est pas très important. Une température stable, surtout. Ça. Il y a une marge, je crois que c'est 17-21 degrés. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas très précis. Enfin, il y a pas une obligation de température absolue et linéaire. L'hygrométrie est importante. C'est-à-dire qu'il faut éviter notamment le dessèchement du papier, parce que ça, c'est absolument terrible. Un papier desséché devient cassant et n'est plus réparable, alors qu'un livre peut tout à fait supporter un peu de moisissure. Enfin, j'exagère, un conservateur irait pas jusque-là. Mais non, non, c'est pas c'est pas des conditions de conservation drastiques ni impossibles à obtenir dans une salle tempérée, quoi. Si on a eu le problème d'exposition à la lumière quand on a fait les assurances demandent assez cher par rapport à la restauration des expositions en lumière. Donc il y a une quantité de luxe qui est autorisée pour une période. Et ça, c'est très important, les ultraviolets. Oui, l'ouvrage, d'ailleurs, l'ouvrage des Hospices Civils de Lyon a une notice où à chaque fois qu'il est sorti, il est indiqué la quantité de lumière qu'il reçoit approximativement, le temps où il a été sorti, et on évite de le sortir trop régulièrement puisque l'exposition à la lumière fait partie des choses qui dégradent de façon irrémédiable un ouvrage. Nous ne l'avions pas sorti depuis 10 ans. 100 ans. Hein? Alors, l'exemplaire des Hospices Civils de Lyon a été sorti en 1926 pour l'exposition et il a été ensuite sorti en 2024 pour l'exposition Voilà. de la G. Ouais. Au passage, vous remercierez bien la jeune fille qui est revenue avec son sac en papier qui pesait très lourd. Là, de la Caroline cave. Giroudon. Ouais.
Une documentaliste très consciencieuse qui effectivement a eu le coup d'œil qu'il fallait au bon moment. Ouais. Alors, la question, donc, il y a environ, si je comprends bien, près de 1000 exemplaires de la Fabrica. 772. En tout. Ouais, Recensé. 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 Ah ben 773 parce que dans le dernier recensement, comme on vous l'a dit, Oui, il n'y c'est avait ça. pas le nôtre. Ouais. Donc 773, ça fait. Il y a eu un recensement mondial qui a été fait il y a quelques années, 4 5 ans. Donc, il faudra que vous Ben, m'envoyiez, il l'a cité. Marc-Lucie, vous m'envoyez votre fiche parce que je vais lui envoyer, lui dire qu'il y en a un qu'il faut rajouter pour la prochaine édition. Je lui ai adressé la. Il faut aussi remercier parce que le travail de, ça a été difficile, mais le travail de Loïc qui se cache, ça a été diabolique. Hein, de couper les films, de faire le montage audio, de reprendre le montage audio, de faire le travelling, de se bien cadrer par rapport. Voilà. Je crois que c'est un très gros travail. L'accès de ces ouvrages, donc, c'est réservé à des chercheurs, j'imagine. C'est pas aux étudiants en médecine. Non, mais long, les étudiants maintenant. Bah, c'est-à-dire maintenant c'est beaucoup numérisé, donc c'est vrai que l'ouvrage, l'objet en lui-même C'est ne différent, sort que pour ouais, des expositions. Ouais. Et il n'y a pas d'ouvrage dans le commerce, si j'ose dire. Je vous pose la question du. Ah si, ça existe. Bon, alors Guillaume, si tu pouvais nous acheter un exemplaire de la Fabrica. Même les prix, ils sont connus. Mais il y a les bibliothèques qui essayent d'en avoir. Il y a surtout les particuliers. Alors, c'est un peu triste. Eh bien, d'un autre côté, je ne sais pas, vous jugerez. Généralement, on voit des Vésales dans de beaux cartonnages comme là, comme celui-là. Ils quittent un coffre-fort américain pour entrer dans un autre coffre-fort. Bon, donc c'est autour de 300 000, on en trouve. Oui, oui, euros. Bon, entre 300 et 500 000, vous pouvez en trouver un. Ils sont surtout où? Ils sont Où sont-ils? Ils sont vraiment bien représentés. Ceux qui sont protégés, mais les 773, ils ne sont pas tous protégés. C'est ça. 300 en Europe. On vous a donné les chiffres. Il y en a 300 et quelques en Europe et Dans le 400. monde. Non, non, c'est la première édition, environ 300 exemplaires de la première édition, environ 400 de la deuxième Voilà. édition dans le monde entier. Hein. Dans le monde entier. Recensé Ça par. fait 700 dans le monde entier recensés. Attention. Oui, Dans les bibliothèques publiques. Ce sont des recensements faits par donc, le professeur Margolski et ses collègues sur la base des catalogues de bibliothèques et également ceux qu'ils ont pu identifier dans les collections privées ou lors des catalogues de vente. Mais ils insistent bien dans le terme de méthodologie qu'il y a quand même un trou noir, il y a quand même un angle mort sur tous les exemplaires en provenance des collections privées ou des ventes qu'ils ont pu identifier via les catalogues, puisque c'est très parcellaire. La majorité de ce qu'ils ont identifié, ce sont grâce aux catalogues de bibliothèques en France ou à l'étranger. Et quand vous dites dans le monde entier, ça va en Chine? Alors, j'ai plus la distribution. Alors, vous trouverez il y a un site internet où il y a le référencement mondial qui est en ligne et vous avez les cartographies, mais effectivement, il y en a dans le monde entier. Il y en a beaucoup en Europe et puis il y en a un certain nombre aux États-Unis, puisqu'il y a eu un transfert, quand même, beaucoup de médecins qui. Voilà. Alors, il y a aussi un exemplaire de 1555 qui a été retrouvé il y a 7-8 ans, je crois, qui aurait été l'exemplaire qui aurait appartenu à Vézal et qu'il avait annoté de sa main en vue d'une édition ultérieure. Alors, l'exemplaire a été très longtemps au Japon et là, maintenant, il a été racheté par la faculté de Louvain. Qui a donc cet exemplaire absolument unique, là, Il est né à Louvain, c'est ça? Non, il est né à Bruxelles. Oui, mais il s'est fait sa thèse, il a fait des études à Louvain, c'est ça. Ouais. Une anecdote par rapport au livre, il y a 16 ans, à Grenoble, on a retrouvé dans des poubelles un Vézal, dans des poubelles qui allaient partir, un Vézal, et fortuitement, on ne sait pas comment il est arrivé là. Eh ben, on a des doutes parce que c'était dans l'appartement de quelqu'un qui travaillait dans une bibliothèque universitaire hospitalière. Non, Ah bon? pas tout à fait. Ah bon? C'était un Vézal qui a été volé lors d'un colloque de médecins à Rennes ou à Rouen. Là, je crois que c'est Rennes. Non, non, c'est Rennes ou Rouen, je ne sais plus. En même temps que d'autres, hein, il n'y avait pas que le Vézal, il y avait aussi il y avait un Paris original. Donc, il y en avait 3.
plus le troisième. Donc, il a été volé. On n'a jamais retrouvé. Et il s'est retrouvé effectivement dans des poubelles il y a pas très longtemps, parce qu'après, il y a eu toute une cérémonie de restitution du Vézal à, à Rouen. Et effectivement, c'était à Grenoble. Il a été racheté par Rouen, mais il a été trouvé à Grenoble aussi. Rouen, on n'a pas racheté quand même. Ah, je crois que On a volé et puis il a fallu le racheter. oui, je crois qu'il y a quelqu'un qui a restitué peut-être. Restitué, oui. Alors, est-ce que vous avez maintenant peut-être des questions sur Philippe Mouret? Sur ce destin, je dirais, un peu cruel quand même. Enfin bon. Euh, Pas de questions. Rappelez-vous que c'est lui qui a inventé le micro. Rappelez-vous que c'est lui qui a inventé le mot ambulatoire. Optima, dans l'optimum de la chirurgie, hein, organisation d'un plateau technique inter, je sais pas quoi, pour la médecine ambulatoire. Voilà. Donc il avait créé cette société. Et bon, pour la petite histoire, Christine est là, pour vous le dire. euh, il y a certaines grandes personnalités du monde médical qui sont venues se faire opérer parce que de villes loin de Lyon, parce que le lendemain matin ou le surlendemain matin, ils avaient un colloque très important à faire. Et quand ils ont été sollicités pour différentes affaires ou pour des procès ou tout ça, ils ne sont pas beaucoup déplacés. Mais c'est d'autant plus cruel que moi, je me suis. Enfin, en 1900, on parle de 1990. Voilà. En 1990, nous avons obtenu l'autorisation de la caisse primaire d'assurance maladie pour faire l'ambulatoire. On a construit 20 lits d'ambulatoire. Et donc, deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que d'un côté, on avait l'autorisation de la tutelle locale. Alors, c'était Alain Coulon, hein, qui était le directeur de la caisse primaire. Donc, c'est celui, Alain Coulon, qui est devenu le directeur de la HAS, le président de la HAS, etc. Bon. Et à la fin de l'année, on avait notre autorisation pour faire tout ce qu'on voulait en ambulatoire. Si je peux me Je vous en permettre, prie, oui. Philippe était libéral, donc on parle du privé. Mais là, je vous parle La structure. Oui, mais vous avez créé des lits dans le cadre hospitalier. Pas du tout. Nous étions dans une Non. clinique privée détenue par des médecins, dont moi. D'accord, d'accord. Donc dans les mêmes circonstances. Le même cas de figure. D'accord, d'accord. Oui, Parce oui. que localement, Mais vous avez eu plus de chance que nous. c'est pas de la chance, c'est qu'il a vu bien se passer quelque chose d'injuste. Ouais. Bien. Bon, la semaine prochaine, tu nous fais un quiz sur Vézal, en guise de résumé. Écoutez, d'abord, vous remercier, Madame Vons. Je remercie de m'avoir écouté. Je remercie surtout Patrick qui a eu la gentillesse de m'inviter aujourd'hui. Et puis, je le remercie aussi pour le travail, l'enthousiasme et la fougue que vous avez mis dans ce sauvetage. Parce que vraiment, comme toute 16e liste, je suis attachée au fait qu'on veuille sauver un livre du 16e. Et là, vraiment, quand je suis venue à Lyon, c'était merveilleux de vous entendre parler ainsi. Puis toute l'équipe autour de vous, c'était beau. Pour là aussi, là. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup.